Tu te rappelles, nous, dans les années 80-90, pour séries pour ados, on avait des séries, tu sais, comme Parker Lewis. Beverly Hills. C'était innocent. Voilà. On avait même des films comme Une créature de rêve, je sais pas, des trucs. Et aujourd'hui, en 2018, c'est la déprime. Bonjour et bienvenue sur Les Cousins font leur cinéma. Et oui, on a changé de décor, qu'est-ce que vous voulez, ce sont les aléas de la vie. Nous nous trouvons actuellement dans les bureaux des Cousins font leur cinéma. Aujourd'hui, une vidéo consacrée à la deuxième saison de 13 Reasons Why. Alors il faut savoir que nous deux, on avait beaucoup aimé la première saison, et donc c'était tout à fait naturel de parler de la deuxième saison. Mais on s'était dit, écoute, on regarde ce début de saison et on se concerte, je sais pas, après 3-4 épisodes pour voir si on aime bien, si on apprécie, pour savoir si on fait la critique ou pas. Et c'est vrai qu'au bout de 3-4 épisodes, on s'est appelé et on s'est dit, c'est pas terrible. En tout cas, on n'a pas été très emballé par le début de saison. Malgré tout, Tom a quand même voulu persévérer et continuer la série, et il l'a vu jusqu'au bout, jusqu'au dernier épisode. Moi, malheureusement, je m'y suis arrêté beaucoup plus tôt. Hein. Moi, j'ai vu 3 épisodes, et donc voilà, c'est pour ça. Je vais donner mon avis sur le début de cette saison, et puis après, toi, tu feras la critique de tout le reste. Mais je suis là à tes côtés pour t'accompagner. Donc c'est parti. Quand même. Voilà. Et comme quoi, c'est vrai que des fois, c'est intéressant toujours de persévérer, en fait, de pas se laisser avoir peut-être par des critiques presse qui auraient vu peut-être que, je sais pas, 3-4 épisodes et qui d'un seul coup font mauvaise presse à une saison, qui somme toute et pour moi de qualité, même si moins bien que la première, ça c'est une évidence, mais en tout cas c'est vrai qu'il était bon de persévérer. Mais attention, c'est vrai que la première partie, là je te rejoins sur ce que tu dis, c'est-à-dire que pour moi la série décolle réellement presque à partir du 6e épisode, donc ça fait quand même beaucoup. Le 5e épisode est plutôt correct, mais ça décolle pour moi vraiment à partir du 6e, quand les showrunners et les scénaristes décide enfin d'assumer de raconter une histoire qui est quasiment bouclée, quoi. Non, donc voilà, comme je disais en intro, j'ai pas accroché à ce début de saison 2, tout simplement pourquoi ? Parce que finalement je trouvais que la saison 1 se suffisait à elle-même. D'ailleurs, 13 Reasons Why, c'est l'adaptation d'un livre, et donc le livre s'arrêtait là où la saison 1 s'arrêtait. Donc je voyais pas tellement l'intérêt de prolonger, de continuer cette histoire. Pour moi elle était bouclée, et en fait quand j'ai commencé le début de cette saison 2, j'ai eu l'impression de voir en fait une personne qu'on essaierait de maintenir en vie artificiellement, tu vois, une personne qui serait à l'état de légume, qui ne pourrait plus bouger, pourrait plus parler, pourrait plus rien faire du tout, mais on essaye de maintenir son cœur en vie artificiellement pour prolonger la vie, mais voilà, de façon artificielle. Et c'est pour moi le problème de ce début de saison 2, en tout cas voilà, de ce que j'ai vu, c'est que je trouve ça très artificiel, parce que pour moi tout a été raconté, et donc de revenir sur tout ce qu'on a déjà vu, parce que c'est ce que fait le début de cette saison 2, c'est de revenir avec des flashbacks sur les différents personnages qui ont partagé donc la vie de Hannah Baker. Ouais. J'ai trouvé ça très redondant. Voilà, je trouvais ça très redondant. On l'a déjà vu, c'est bon, on a compris. Qui nous rajoute 2-3 points de détail, si tu veux. Pour moi, j'ai pas trouvé que ça avait un grand intérêt. Et surtout, une des idées de scénario à laquelle j'ai pas du tout adhéré, je crois que ça intervient à l'épisode 2, c'est de faire, si tu veux, revivre Hannah Baker sous la forme d'un fantôme ou de la conscience du personnage de Clay. Exactement. Et ça, j'ai trouvé ça ridicule. Tu sens que c'est le truc, tu vois, c'est vraiment mis au chausse-pied, enfin pour pouvoir faire exister ce personnage vu qu'elle est morte, tu vois, et que bon. Mais j'ai trouvé ça presque ridicule, surtout que lui, il a des scènes avec elle dans des cafés, enfin dans des lieux publics où il parle, il discute avec elle comme il taperait le carton avec n'importe quelle personne, et puis ça ne choque personne que ce gars-là parle dans le vide à quelqu'un. Enfin, tu vois, à la limite, il nous l'aurait présenté comme une personne qui serait, si tu veux, atteinte d'une schizophrénie ou je sais pas, tu vois, quelque chose comme ça. Pourquoi pas, tu vois, et puis on aurait vu les gens autour de lui réagir, mais qui c'est ce malade, qui c'est ce fou, à qui il parle, et tout ça, pourquoi pas. Ou alors assumer le côté peut-être fantastique de la série et de la faire, oui, intervenir comme un fantôme. Mais voilà.
Donc pour ça, qu'au bout de 3 épisodes, moi j'ai arrêté, tu as continué. Voilà. Alors, avant d'aborder les points positifs, parce qu'il y en a beaucoup, je vais juste continuer sur les points négatifs que tu disais, notamment justement cette histoire de fantôme d'Anna, qui est rentrée, et je suis totalement d'accord, au chausse-pied, etc. Et ça peut paraître très ridicule, en tout cas au début. Par la suite, ça trouve plus une légitimité. Mais oui, on va dire effectivement que, en fait, quand tu poursuis la série, tu comprends que c'est en vérité le subconscient de Clay. Mais ça n'enlève pas effectivement le fait que c'est une fausse bonne idée. Voilà, c'est-à-dire que ok, on comprend l'idée, mais si tu veux, le truc c'est que comme tu dis, je peux pas redire ce que tu as dit, mais c'est vrai que le côté quand il discute comme s'il était au bistrot, pour moi ça ne passe pas du tout, et on a l'impression de voir un espèce de mec complètement ouf, alors que c'est juste son subconscient qui travaille, quoi, en gros. Voilà. Alors moi, cette saison 2, je l'ai vue, donc pour l'avoir vue dans sa totalité, moi je l'ai vu plus, comme je dis souvent, tu sais, comme un espèce de prolongement de kiff d'un univers que t'aimes. C'est-à-dire que oui, elle n'est pas indispensable, ça c'est vrai, ça c'est totalement vrai, mais on va te donner, c'est-à-dire en gros dans la suite de cette saison 2, la deuxième partie, des détails sur le suicide, etc. Et notamment un point moi qui m'a paru très très important et qui est développé dans cette saison 2, en tout cas dans la deuxième partie, c'est toute la partie démystification du personnage de Hannah. Alors je m'explique là-dessus. Dans la première saison, on avait souvent un petit peu un peu les nerfs de se dire oui, on a de l'empathie pour Hannah, mais en même temps, il y a ce côté, elle a foutu la merde dans la vie des gens, etc., à cause de ses cassettes et tout ça. Donc on n'est pas là pour blâmer, mais il y a toujours un petit côté, si tu veux, un petit peu énervant du fait que elle a quand même foutu un sacré ramdam avec ces histoires de cassettes. Et ce qui est très intéressant dans la saison 2, c'est qu'en fait, il y a à peu près 2 ou 3 scènes où il y a une tentative de démystification d'un acte qui pourrait être héroïque de la part d'Hannah, et notamment le proviseur qui dit à Clay dans un épisode « Je ne veux pas faire d'Hannah une héroïne, parce que je ne veux pas avoir de clone qui se suiciderait pour exister après la mort. » Donc ça, j'ai trouvé que c'était une idée très intéressante et qui est développée dans cette saison. Je pense qu'ils l'ont fait aussi, peut-être, les showrunners et les scénaristes, par peur que des adolescents soient influencés dans ce sens-là. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Est-ce que tu penses que cette série, parce que c'est ce qu'on a entendu, est dangereuse pour les adolescents? Et je parle même de la saison 1. Hein. Ouais. Alors, moi je pense honnêtement qu'elle n'est pas dangereuse, mais il y a 2 conditions à ça. Je pense que c'est très utile de parler de manière frontale, comme elle le fait, de suicide, de viol, etc. Je pense que c'est très très utile d'en parler. Je pense que c'est pas bien de cacher les choses et faire comme si ça n'existait pas. Pour autant, je crois, pour répondre à ta question, qu'il est important que des adolescents, je sais pas, de 15, 16, 17, même 17 ans, qui voient cette série, soient par exemple accompagnés d'un adulte, qui peuvent lui donner les clés de la compréhension de certaines scènes. Je pense qu'un adolescent tout seul, de 16 ans, je ne lui recommanderais pas de voir cette série. Je pense que c'est bien d'être accompagné, vraiment, parce que c'est sacrément, comment te dire, ça va vraiment au fond des choses. Ça aborde tout de manière très frontale et ça ne cache absolument rien. Alors moi, ce qui m'a plu dans cette saison, c'est justement toute cette démystification, et il y a aussi une autre scène où Clay pète les plombs dans son subconscient face à Hannah. Il lui dit « J'en ai marre, casse-toi, en gros t'as trop foutu la merde et tout ça, t'as ruiné la vie de plein de gens, va-t'en ». Et tout ça participe, si tu veux, à cette espèce pas de casser l'image d'Hannah, puisqu'on est toujours en empathie, hein, faut pas se mentir là-dessus, on est toujours en empathie, mais il y a une volonté de dire oui Hannah, on fait le deuil et on a de l'empathie, mais en même temps ne copions pas son geste. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, non, je voulais rebondir là-dessus sur justement l'influence négative que pourrait avoir la série, et je pense à notre collègue du CCU, Perlou Navet, avec qui on a discuté il y a quelques jours de la série justement, et je trouvais qu'elle avait raison sur 2-3 points, c'est-à-dire que effectivement une adolescente ou un adolescent, peu importe, qui regarderait cette série verrait que finalement, entre guillemets, à cause ou grâce à ce suicide, eh bien, ce personnage a foutu la merde et a accompli une certaine vengeance. Donc finalement, il y a quand même une espèce de finalité suite à ce suicide qui pourrait peut-être inciter les jeunes à commettre aussi un suicide pour justement foutre la merde auprès d'eux, pour se
voilà, pour se décharger d'une colère qu'ils auraient. Et c'est en cela que la série peut-être, effectivement, est peut-être un peu dangereuse. Oui, mais alors du coup, elle perd son côté. C'est ce que je te disais en fait juste avant, c'est qu'elle perd son côté dangereux. Dans la saison 2. Dans la saison 2, quand tu poursuis la saison 2, du fait de cette démystification de comment elle pourrait être une martyre en fait. Et c'est ça qui est super intéressant. Et il y a au moins 3 scènes qui la démystifient, tout en gardant son empathie. Et là-dessus, et je pense que la saison parle beaucoup de ça. Et donc sur la démystification du personnage dont je parlais, il y a carrément un épisode où c'est Bryce qui passe à la barre en tant que témoin et tout ça. Et là, tellement la démystification est énorme, ils veulent aller dans ce sens-là, que ça entraîne même des doutes. Lors du témoignage de Bryce, ça entraîne presque des doutes sur la véracité des dires d'Anna quant au viol qu'elle aurait subi. C'est-à-dire que est-ce qu'elle a vraiment subi un viol ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils te mettent presque en bateau avec cette histoire. Et toi, t'es là accroché à ton siège, tu te dis, putain, me dis pas qu'Anna, elle aurait pipoté en vérité, qu'il s'est pas passé. Enfin, tu vois, et qu'il n'y a pas eu ça, quoi. Et donc, il y a un instant où t'es un peu en panique, et tu te dis, oh là là, bon, et donc après, bon, il y a un rétablissement de la vérité, et non. Mais c'est là où il y a vraiment cette volonté de mettre en doute ce qu'est le personnage d'Anna, sans évidemment la salir, puisque ça termine sur un épisode final. Voilà, sur un épisode final où justement où on va clôturer le deuil, où Clay même va, ça y est, un peu je pense en finir avec cette histoire de penser tout le temps à Anna et tout ça. Il s'en libère, il arrive à s'en libérer, il arrive à peu près à s'en libérer, on va dire, voilà. Elle parle également, cette saison 2, elle parle également alors beaucoup d'actes manqués, de regrets. Elle évoque clairement le viol à diverses reprises, et tout ça de manière très frontale, et aussi le problème des armes à feu, mais ça c'est plus sur la fin, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment bien développé, mais en tout cas c'est un truc qui développe un petit peu dans la série. Alors moi qui n'ai pas vu donc tout le reste de la saison 2, bon c'est pas grave, tu peux me spoiler. Ah oui, du coup je vais te spoiler. Tu vas me spoiler. Non mais est-ce que tu peux donc juste me dire si Bryce se fait arrêter, paye pour tout ce qu'il a fait, est reconnu comme un violeur, etc. Non, alors on part dans un postulat un petit peu réaliste, et effectivement Bryce échappe malheureusement, et ça fout un peu les nerfs, et c'est ça qui est très très fort dans cette série, c'est que quelque part ils prennent pas le truc genre le méchant perd à la fin, etc. Non, il perd pas à la fin parce que c'est le paria de toute l'école, mais c'est le paria de tout le lycée, mais le problème c'est qu'il s'en sort. C'est que non seulement le lycée s'en sort, puisque la série va se concentrer sur le procès de la famille d'Anna contre les défaillances du lycée. Le lycée s'en sort. Et Bryce s'en sort, il s'en sort, voilà, très clairement. Donc, si tu veux, c'est... alors, de ce point de vue-là, c'est quand même assez glaçant, quoi. Alors que tout le monde sait qu'il l'a violé. Alors que tout le monde sait... Mais c'est-à-dire quoi ? Il n'y a pas de preuves ? Alors, tout le monde sait, oui. Le truc, c'est que en fait, il faut pouvoir le prouver avec une histoire d'ADN, etc. Machin. Bon, ça, je vais pas partir dans ces détails, parce que c'est pas ça qui est très intéressant. Mais en tout cas, toute la saison est construite sur Bryce, qui est en fait un espèce de prédateur lâché dans ce lycée. Et il va y avoir une partie, si tu veux, où il va y avoir le procès avec tous les protagonistes qui vont revenir sur des détails en plus qui ont conduit au suicide d'Anna, et de l'autre côté, les adolescents qui vont essayer de tout faire pour coincer Bryce à l'aide de photos, etc., de Polaroid, etc. Voilà, donc toute la saison va se découper un petit peu comme ça. La saison décolle à partir, pour moi, de l'épisode 6, quand on apprend que le personnage de Zach avait une liaison avec Anna. C'est quelque chose qu'on peut soupçonner dans la première saison. On a l'impression de quelque chose qui a été raté, qui a été manqué. Et là, on le voit très clairement. Et là, on sent que d'un seul coup, on rentre vraiment dans la série, parce qu'on re-rentre effectivement dans une certaine redondance, ce que tu disais, mais en même temps, on rentre dans des détails en plus. C'est là où, ce que je disais, un prolongement, si tu veux, de kiff, d'univers, pour en savoir un petit peu plus. Donc là, pour moi, la série redécolle, on nous remet du suspense, comme on a vu dans la première saison, et surtout, on rentre plus encore dans les détails de la vie d'Anna. Donc en fait, Anna ne rentre plus à ce moment-là d'une façon artificielle, comme au départ. Ce que tu disais, et c'est totalement vrai, dans les 3 premiers épisodes, elle rentre vraiment d'une manière archi-artificielle,
que après ils comprennent que bah non, ils peuvent plus faire comme ça, et qu'on revoit des flashbacks de sa vie, et là ça devient intéressant. Non, je voulais juste te dire un truc, juste pour apporter un point à ce que je disais au début, et Oui. expliquer en fait, je voulais juste expliquer pourquoi aussi j'ai pas continué et ça m'a pas vraiment emballé, parce que je trouve que la saison 2, enfin en tout cas comment elle démarrait et ce que ça pouvait amener comme enjeu, comme intrigue, il n'y avait plus véritablement le suspense qu'il pouvait y avoir dans la première saison. La première saison, ce qu'il y avait d'intéressant, c'était de comprendre le cheminement, le parcours psychologique d'une adolescente qui l'amène à se suicider. Et comment tout cela est arrivé? Quel est le cheminement? Quel est le, voilà, tu vois, quelles sont les étapes qui jalonnent en fait son parcours vers le suicide? Et c'était en cela que c'était intéressant. Alors que bon, là, de revenir sur un procès et les états d'âme de tous les personnages qui ont côtoyé cette fille, c'est en cela que j'ai pas trouvé vraiment l'intérêt. Oui, alors effectivement, et moi c'est comme ça que j'étais parti aussi, mais en fait après quand tu vois la deuxième partie, tu te rends compte qu'on n'est plus effectivement, on est dans une quête en fait de rédemption de la part des personnages qui lui ont causé du tort. En fait, on est complètement là-dedans. On n'est plus dans la recherche d'une certaine vérité, on est dans l'excuse et on est dans la rédemption, notamment à travers un épisode très très fort avec le conseiller qui a tout foiré dans la première saison et qui lui craque et qui avoue, et qui même se fera virer et qui avoue son manquement. En fait, le but de la deuxième saison est de parler des manquements et de parler en fait avec du recul. Oui, mais ça c'était déjà... Est-ce que c'était pas déjà abordé dans la première saison? Alors, c'était évoqué et c'était compréhensible, oui, ça je suis d'accord, mais, et là il y a peut-être un effet effectivement de surlignage. Après, on s'adresse aussi un petit peu à des ados, si tu veux, dans le sens où quand on est adulte, peut-être qu'on a le recul nécessaire pour peut-être comprendre peut-être des choses qu'on comprend peut-être un peu moins quand on est adolescent, où on fonce plus tête baissée. Et donc, il y a peut-être un effet, oui, surlignage, ça je suis d'accord, il y a peut-être des choses dont on s'était douté et que là, ils nous mettent. Mais ce qui est intéressant, c'est le recul pris par les personnages, peut-être 6 mois ou 7 mois après ce fameux suicide, où dans la première saison, ils sont tous dedans et ils n'ont pas forcément le recul nécessaire pour s'auto-analyser et s'auto-culpabiliser. Et là, il y a vraiment une culpabilité qui ressort vraiment lors de ces scènes de procès qui sont certes... qui sont très souvent assez poignantes. Alors il y a un épisode aussi qui est très sympa, c'est un épisode qui s'ouvre carrément sur une séquence animée entre Anna et Clay, et qui va faire écho avec ce qui va se passer un petit peu plus tard dans l'épisode où ils sont totalement sous ecstasy. Alors ça c'est plutôt marrant, non pas que sous ecstasy on voit des dessins et machin, mais il y a un côté, si tu veux, un petit peu hallucinatoire de la chose, qui fait un petit peu écho, qui fait un petit peu miroir à cette ouverture où on parle où les deux parlent d'amour, d'infini, de l'univers, etc. Et il y a des choses qui m'ont vraiment rappelé, si tu veux, c'est très rare je trouve dans les séries adolescentes, où on parle de sujets, où on essaye d'aborder des sujets forts, où on essaye de développer des sentiments intérieurs, de savoir où on en est au niveau de l'adolescence. Et ça, pour moi, il n'y avait que John Hughes qui le faisait, très clairement. Je ne l'ai pas revu dans d'autres choses. Et là, tu revois ce genre d'ambiance, tu revois ce genre de... les ados, ils sont traversés par des peurs, par des envies, tu vois, il y a tout un truc, et je trouve que dans cet épisode on le ressent très très bien, et on voit aussi le rapprochement évidemment de Clay et Anna qu'on voyait peut-être un peu moins dans la première saison. Il y a une scène aussi avec les parents qui sont sur la tombe de leur fille qui est assez qui est assez poignante et tout ça. Et enfin surtout on revient au fameux flashback, moi que j'avais adoré dans la première saison, si tu veux, ces espèces de flashbacks. Toujours très très bien mis en scène, tu sais, où tu vois le personnage et hop, le mouvement de caméra se déporte et tu vois dans le même endroit, oui, la personne a une autre timeline, quoi. Là on revient à ça, et moi j'adore ce type de flashback surtout dans cette série parce que ça exprime souvent une espèce de nostalgie d'actes manqués, de choses qu'on aurait pu dire ou faire mais qu'on n'a jamais fait ou qu'on n'a jamais dit, et c'est des choses qui arrivent tellement souvent dans la vie, quoi. On se retrouve dans des endroits où on voit quelque chose, on a l'impression presque de le voir, et hop, c'est un flashback. Et je trouve que dans cette série, tous ces flashbacks-là, ils sont pour moi toujours super bien mis en scène, quoi. Voilà, moi ça m'évoque en tout cas un truc vraiment, ouais, je sais pas, un truc, tu sais, hyper beau. Voilà. Toujours sur la mise en scène, après les flashbacks, il y a des trucs, c'est des petits détails, mais qu'on remarque un petit peu. Par exemple, voilà, les affiches dans les chambres des ados. Alors, comme affiche, on va voir, je sais pas,
Joy Division, The Cure et tout ça. Bon. Il est évident que des ados en 2017, je peux pas croire qu'ils aient des affiches de The Cure et Joy Division qui sont des groupes des années 80 que nous, à la limite, on pouvait avoir ce genre de poster dans notre chambre. Mais un ado en 2017, je pense qu'il a d'autres posters. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, on le met pas pour surfer juste sur une espèce de nostalgie des années 80, mais c'est aussi pour rappeler quelque part, en tout cas moi c'est ce que ça m'évoque, l'aspect peut-être un peu glaçant de la série. Joy Division et The Cure, c'est des groupes qui font ce qu'on appelait de la cold music, c'est-à-dire vraiment la musique froide, la musique dure. C'était pas des paroles très très gaies, ça parlait souvent de mort, etc. Et en fait, je trouve que finalement de les mettre comme ça dans les chambres des ados en question, je trouve que finalement ça raconte le ton de la série. Oui, bah c'est sûr que c'est plus efficace que de mettre un poster d'Anna Montana. Voilà, non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que au moins de mettre, si tu veux, des choses sans aller vers Anna Montana, mais je veux dire, on pourrait mettre des choses même plus actuelles. Mais oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. Mais aujourd'hui, il peut y avoir des groupes de musique. Ouais, mais si tu veux, voilà, d'autres groupes. Mais non, ils ont choisi Joy Division et The Cure, tu vois. Et pour moi, c'est totalement à l'image de ce que veut raconter la série et du ton qu'elle veut adopter. Et elle l'adopte parce que c'est glaçant, c'est froid, c'est effroyable. C'est une série très très compliquée à suivre, même en tant qu'adulte, quoi. Il y a aussi ce que moi je pensais un petit peu dans la première saison, mais qui n'était pas vraiment évoqué, c'est toutes les références pour moi à John Hughes, un cinéaste qu'on adore tous les deux, dont on adore les films, Breakfast Club et tout ça. Si vous les avez pas vus, d'ailleurs, regardez-les, parce que c'est vraiment des très très grands films, en tout cas sur l'adolescence. Et moi, la saison 1 m'évoquait vraiment ça. Mais ils en parlaient pas. Là, ça loupe pas. Dans la saison 2, t'as peut-être 2-3 références à John Hughes. Première référence, t'as une scène de flashback avec Clay et Anna dans le même pieu en train de regarder Ferris Bueller, et ils en parlent. Ils parlent même de Cameron, tu vois. Alors ça, c'était plutôt drôle. Deuxième référence, Clay arrive devant le cinéma, on change de film, c'est Some Kind of Wonderful. Some Kind of Wonderful, c'est L'amour à l'envers avec Eric Stotts et Lea Thompson. Film produit et scénarisé par John Hughes, toujours sur l'adolescence, et il me semble qu'il y a une autre scène aussi qui se passe dans le cinéma où tu as l'affiche de Pretty in Pink, voilà, Rose Bonbon. Donc on sent bien que le fantôme de John Hughes plane, si tu veux, c'est ça qui est vachement bien, plane au-dessus vraiment de cette série, quoi. Et je trouve qu'elle s'en rapproche vraiment en termes de dialogue, la façon, elle prend vraiment pas les ados pour des cons, cette série, quoi. C'est pour moi une des rares séries qui prend les ados pour ce qu'ils sont, des gens, si tu veux, l'adolescence, moi ça me passionne parce que c'est vraiment si tu veux, c'est un passage très compliqué de l'âge d'enfant à l'âge d'adulte. C'est un âge où on se cherche beaucoup, où voilà, on a les hormones en ébullition, on peut partir en sucette pour rien, et c'est un âge passionnant. Et je trouve qu'ils ont vraiment su capter un peu les affres de l'adolescence, même si oui, les personnages font un peu plus que leur âge, ça c'est clair, mais ça on est un peu habitué dans toutes les séries d'ados. Mais je trouve vraiment qu'ils ont capté l'âge, voilà, l'âge adolescent. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette série, quoi. Et alors moi je suis plus dubitatif sur la fin de saison. C'est-à-dire que la fin de saison, pour moi, il y a une scène ultra vénère que je pense que tous les gens qui nous regardent la connaissent s'ils ont vu la série. Je te la raconterai en off parce que vraiment c'est... Pourquoi bah dis-le. Non, mais c'est pas grave. Non, je te raconterai en off. Ça aboutit à une scène d'un des protagonistes qui veut aller, qui est bardé d'armes à feu et qui veut aller shooter tout le monde lors du bal du lycée. Et je trouve que déjà l'idée n'est pas exploitée parce qu'on est dans une série pour adolescents et ils peuvent pas aller au bout. Et la façon dont se clôture cette espèce de tentative de faire une scène ultra violente, pour moi, n'est pas très crédible, avec l'interposition de Clay à ce moment-là. Et surtout, ça termine sur un cliffhanger. Voilà, ça termine sur un cliffhanger. Et là, pour le coup, je ne vois absolument pas où la saison 3 va aller. Alors là, parce qu'il y aura une saison 3. C'est quoi le cliffhanger ? Le cliffhanger, c'est qu'en gros, tu as un des élèves qui veut venir shooter, tout le monde dans une salle de bal. Clay s'interpose, donc résultat, le mec ne shoot personne. Ouais. Déjà, il arrive à l'interpeller ? Oui, il arrive à l'interpeller. Il se met dessus. Non, ne tire pas. Bon, mais ça, j'y crois pas du tout. T'as le Tony, t'as le pote de Clay, Tony, qui embarque le tireur qui est en voiture parce que les flics arrivent. Il lui laisse alors c'est pas une Kalachnikov, mais c'est un autre fusil d'assaut, quoi. Il laisse à Clay le fusil d'assaut. Comme ça, Clay est avec son fusil d'assaut, si tu veux, sur le parvis, et les flics arrivent, et boum, générique, ça se termine, c'est fini. D'accord. Ça t'inspire quoi ? En fait, il récupère l'arme du tueur ? Il récupère l'arme du tueur. Et pour faire quoi ?
Mais il lui laisse. Il dit, ah non, laisse-moi, parce que si jamais tu me fais c'est-à-dire serrer, qu'il va porter le chapeau, il va être accusé. il va peut-être être accusé, ou machin. Ah, Non, mais d'accord, bon. Non, mais ok, d'accord. ouais, bon. Oui. Mais quel est le moi, la question que je me pose, c'est quel est le rapport Oui, avec tout ce qu'on a vu avant, en fait. Mais alors, quelle est la finalité de cette saison 2 finalement? Parce que si c'est juste la rédemption de tous les personnages et par rapport à Anna, j'ai envie de te dire, on l'avait un peu vu déjà dans la saison 1. La saison 1 se terminait un peu comme ça, c'est-à-dire tout le monde avait... Vraiment, pas vraiment, c'était plus, si tu veux, un système, dans la première saison, c'était plus un système d'accusation direct, alors que là, on a passé le cap en fait des accusations et on est plus dans un mode, c'est ce que je dis, dans un mode un petit peu rédempteur, un petit peu on accuse le coup. Et moi je crois surtout que la finalité de cette saison 2, c'est pas tant sur les personnages, mais c'est plus la volonté de dire ne soyez pas des clones d'Anna. Et on parle encore plus de manière frontale du suicide, mais surtout du viol et tout ça, etc. C'est une manière encore de dénoncer toutes les exactions qu'on pourrait voir dans les lycées américains, etc. Et je pense que la finalité, elle est là. Et alors, oui, elle n'est pas indispensable sur le message, parce que c'est vrai qu'on avait dit énormément de choses dans la première saison. Pourquoi pas en rajouter une couche, si tu veux, sur le fait de ne pas faire comme elle. Voilà. Et ça, je pense que moi je l'ai vu. J'ai vu la finalité de cette saison comme ça. Et je pose même la question, est-ce que, j'ai pas la réponse, est-ce que c'est réellement une série pour adolescents sortie dans les années? Moi, quand j'ai vu le final hier, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une série pour ados? Point d'interrogation. Je pose la question. Vous nous direz voilà ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, pour moi, c'est une très bonne série. Pour l'instant, je ne crois pas à la saison 3. Très personnellement, on me dirait ce que vous en pensez aussi, mais voilà. Alors voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Sens Critique, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à relayer la vidéo si vous l'avez aimé, mettre des pouces bleus, nous encourager, ça fait toujours plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on revient prochainement pour d'autres critiques de films. Et d'ici là, au revoir.